Fernand Rabier, il est tout à fait représentant de ce qu'on appelait la classe, la bourgeoisie conquérante, hein, que le grand historien Pierre Chevalier a parfaitement décrit, c'est-à-dire de cette bourgeoisie issue de la Révolution française et qui va monter en degré pendant tout le XIXe siècle. Il rentre en politique en 1884, il est né dans une petite ville près d'Orléans qui s'appelle Jaune, qui était au départ une famille modeste au début du XIXe siècle et qui est devenue, par conquête sociale, qui est devenue, grâce au grand moulin d'Orléans et au meunier, qui est devenue une famille bourgeoise. Voilà. Et lui, il rentre en politique en 1884. Et jusqu'à sa mort en 1933, il va faire de la politique localement. C'est-à-dire qu'il va faire de la politique en étant conseiller municipal d'Orléans, puis ensuite député, puis ensuite sénateur, et puis ensuite maire d'Orléans de 1902 à 1919, et on va en reparler tout à l'heure, battu aux élections de 1919, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est vraiment captivant chez cet homme-là, c'est que c'est le prototype de l'élu local. C'est-à-dire, c'est pas l'élu parisien, bien qu'il Orléans et Paris, c'est assez... Et c'est pas très intéressant de nos jours pour tous ceux qui s'intéressent à la politique, parce qu'effectivement, on a un parcours politique d'un individu qui au départ n'était pas fait pour ça. Hein, il était avocat, comme beaucoup de personnes de l'époque, que ce soit Gambetta ou les autres, d'ailleurs très proche de toute cette mouvance-là. Et il va évoluer sur le plan politique, il va évoluer en fait, on dirait, pour faire simple, mais c'est pas tout à fait comme ça à l'époque, disons de la droite classique au radical socialisme. C'est-à-dire, effectivement, il ne va pas être jusqu'au socialisme, mais il va être un radical socialiste, et il va être très proche de gens comme le père de Jean Zay. Et Jean Zay, qui est son fils spirituel, va être justement le prolongement de ce que Fernand Rabier avait mis en place entre 1804, parce qu'il n'a pas de garçon, il n'a que des filles, et justement il a reporté son affection paternelle sur Jean Zay, qui était le fils de son ami très proche, qui était Georges Zay. Un point qui est important, on n'a pratiquement pas de documents personnels. Donc on a été obligé de reconstituer la vie intime de Fernand Rabier à travers son parcours politique, parce qu'on a très peu de documents. Il n'a pas la famille a pratiquement tout détruit. On n'a pas de lettres personnelles, on a très peu de documents intimes. Donc, et moi, pendant tout le travail pour essayer de le comprendre, je ne comprenais pas très bien cet homme, à la fois son parcours politique, et que je sentais qu'il y avait autre chose derrière la personnalité politique, et je n'arrivais pas très bien à saisir la personnalité intime, parce que justement, on n'avait pratiquement pas de documents. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il était franc-maçon. C'est-à-dire qu'effectivement, franc-maçon type de l'époque, c'est-à-dire du Grand Orient de France, en pleine expansion, et effectivement, on comprend mieux sa politique, donc c'est doublement intéressant, parce que c'est intéressant sur le plan politique, mais c'est intéressant aussi sur le plan social, parce que voilà un homme qui a été profondément influencé, et on comprend mieux ses prises de position par rapport à Jeanne d'Arc, par rapport à l'Évêque d'Orléans, par rapport à tout ça, parce que justement, c'est la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie tolérante de l'époque, hein, c'est ça, effectivement, c'est ça qui est étonnant. Et c'est fait que les rapports, par exemple, avec l'Église étaient des rapports je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire qu'à la fois très proches, et puis très séparés aussi. Et le jour de son décès, tout le chapitre cathédral, l'évêque en tête, était devant la cathédrale lorsque le cercueil de Fernand Rabier est passé, si vous voulez. Alors qu'ils étaient souvent à couteau tiré quand c'était important. Donc c'est ça qui m'a paru important. Troisième point qui paraît important, hein, le premier point c'était cette ascension sociale de cet homme-là, qui représente bien une classe politique de l'époque. Le deuxième c'était l'influence de la franc-maçonnerie dans sa façon d'agir. Et puis le troisième point qui m'a vraiment passionné et intrigué, c'est que cet homme qui avait été un homme politique irréprochable, député irréprochable, maire d'Orléans de 1912 à 1919, remarquable, pendant la guerre en particulier, et il va être sévèrement battu en 1919. Donc il n'avait jamais été battu. Et là, ça m'a permis d'essayer d'aller un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que les élections de 1919, qui va donner la Chambre introuvable, d'ailleurs on l'appelait la Chambre introuvable, effectivement, c'était effectivement du fait de la guerre, il y a eu beaucoup de... On a même appelé la Chambre Bleu Horizon, parce qu'effectivement il y avait beaucoup d'anciens militaires, mais surtout que les élections ne se font pas de la même façon qu'elles se faisaient depuis pratiquement 30 ans. Et que les pauvres électeurs, ils n'y comprenaient plus rien. C'est un mélange à la fois de scrutin majoritaire avec une partie des proportionnels. Et nous-mêmes, quand on lit actuellement la loi électorale d'octobre 1919, il faudrait presque plusieurs semaines pour essayer de comprendre. Alors donc, les députés vont être orientés et Fernand Rabier va prendre cet échec comme un échec personnel.
alors qu'il avait été présent pendant la guerre, qu'il avait été irréprochable sur le plan politique, et il va prendre cet échec et du coup il quitte la députation, il quitte la mairie, il démissionne de la mairie d'Orléans et il est élu sénateur en 1920, il restera jusqu'en 1933. Pour revenir pour ces élections, ce qui m'avait le plus frappé, c'est que 15 jours avant le scrutin, le préfet d'Orléans, le préfet du Loiret, a reçu les nouvelles instructions électorales, 120 pages. Alors, on les a aux archives d'Orléans, qui sont annotées par le préfet. Comment en 15 jours, déjà, on comprend la difficulté qu'a eu le préfet lui-même de comprendre les attendus de cette loi, et comment en 15 jours, à l'époque où il n'y avait pas ni fax, ni à peine le téléphone qui commençait, aucun moyen, ni Internet, ni rien, comment avoir eu le temps en 15 jours de pouvoir passer la communication non seulement aux élus et même aux électeurs, ce qui fait que ça a été un brouillard complet et d'ailleurs je le dis même pour les étudiants, ça peut faire une thèse de doctorat parce qu'effectivement ça a dû être le cas dans toute la France. Hein. Et ça m'a permis parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi cet homme-là avait été battu aussi sévèrement et que d'ailleurs lui-même n'a jamais compris. Le soir de l'élection de novembre 1919, il était tellement dépité qu'il a démissionné tout de suite de tous ses mandats. Hein, le député de maire. Hein, voilà. Donc, je le répète, à plusieurs titres, cette biographie on pourrait dire pourquoi s'intéresser à un député, sénateur, maire d'Orléans, fin 19e, début du 20e siècle, justement c'est intéressant parce qu'il est à la fois atypique dans ses façons d'être, mais aussi représentatif de toute une classe politique qu'on a un petit peu oubliée.